Petit 4, conservation de l'énergie. Nous avons vu que si l'on était dans un état propre du Hamiltonien, donc un état à valeur bien définie En de la grandeur énergie, au cours du temps, l'état restait le même à une phase près. Donc un état propre du Hamiltonien gardera la même énergie au cours du temps. Qu'en est-il si l'on part d'un état quelconque? Car nous avons vu que si l'on partait d'un état quelconque, il évoluait. Ce que l'on va voir, c'est que certes, l'état évolue, mais il garde la même énergie. Ce qui ne nous surprendra pas, puisque nous avons déjà vu que la probabilité d'obtenir chaque valeur En de h ne variait pas. Donc la moyenne obtenue, qui n'est jamais que la somme de ces probabilités multipliées par chaque valeur, ne variera évidemment pas. Mais nous allons ici le démontrer à partir de la valeur moyenne. Nous avions donc ket petit 0 égale somme sur n des alpha n de 0 ket n, et à l'instant t, ket psi de t égale somme sur n des alpha n de 0, e puissance moins iunt sur h bar ket n. Alors, quand on dit que l'énergie se conserve, il faut faire attention, puisque en mécanique quantique, un système dans un état quelconque psi n'aura pas une valeur bien définie d'énergie. Si l'on se demande quelle est l'énergie du système dans l'état psi, il n'en a pas. Les seuls états qui ont une valeur bien définie de l'énergie sont les états propres de l'opérateur hamiltonien, donc tous les ket En. Néanmoins, si l'on effectue une mesure de l'énergie sur un état quelconque psi, on obtiendra un certain En avec la probabilité modulo carré de alpha n. Donc on ne peut pas attribuer une énergie bien définie au système, mais on peut lui attribuer une énergie moyenne, c'est-à-dire la moyenne des valeurs que l'on obtiendrait si l'on faisait un grand nombre de mesures de l'énergie sur le même état. On se souvient que la valeur moyenne d'une grandeur G dans un certain état psi est donnée par la formule suivante. Bra psi opérateur G ket psi sur le bracket psi psi, soit ici pour h dans l'état ket psi 0, bra psi 0, h ket psi 0 sur le bracket psi 0 psi 0. Soit simplement pour un état de norme 1, bra psi 0, opérateur h ket psi 0. Voilà la moyenne des valeurs que l'on obtient. Attention, cette valeur moyenne est appelée expectation value en anglais, que l'on pourrait traduire par valeur attendue. Mais ce n'est pas la valeur que l'on attend, c'est la moyenne des valeurs que l'on obtient. Donc ce n'est pas un bon terme et l'on préférera tout simplement parler de moyenne de la valeur obtenue. Donc dans cet état psi 0, la valeur moyenne sera égale à bra psi 0, opérateur h, 4 psi 0. Calculons cette moyenne. On a h appliqué à psi 0 qui est égal à h appliqué à la somme sur n des alpha n ket n, soit la somme sur n des alpha n en ket n, et le bra psi 0, en utilisant une autre variable muette, somme sur p des alpha p étoiles bras ep. Et donc cette valeur moyenne est égale à somme sur p somme sur n des alpha p étoiles alpha n en bracket ep en. Et comme l'ensemble des ket en est une base orthonormée, le bracket ep en égale delta pn. Et au final, on obtient sans surprise que la valeur moyenne de h dans l'état psi 0 égale somme sur n des modulo carré de alpha n fois en. Note, le modulo carré de alpha n fois en est la probabilité d'obtenir la valeur en fois la valeur en en question. Et la somme de toutes ces moyennes est la valeur moyenne de l'énergie. Qu'en est-il à l'instant t? Par définition, la moyenne de h dans l'état psi de t égale bra psi de t h 4 psi de t, soit la somme sur n des alpha n étoiles e puissance iunt sur h bar bra en, multiplié par la somme sur p des alpha p e puissance moins iept sur h bar ep fois le ket ep, soit la somme sur n des alpha n étoiles e puissance iunt sur h bar fois alpha n e puissance moins iunt sur h bar en. Et comme toutes les exponentielles se simplifient, il reste la somme sur n des modulo carré de alpha n fois en. Et l'on obtient donc bien la même valeur moyenne de h qu'à l'instant t égale 0, ce qui finit de justifier pleinement que cet opérateur h est bien l'énergie, puisque la grandeur associée à h est la grandeur de la moyenne attendue quand on la mesure, que l'on parte d'un état à valeur bien définie ou d'un état quelconque, ne varie pas. Si l'on regarde la moyenne de ce que l'on peut attendre comme résultat de mesure de h à l'instant t, elle sera identique à la moyenne de ce que l'on peut attendre à l'instant 0. Donc cette grandeur est bien ce qui correspond à la grandeur physique classique énergie, c'est-à-dire la seule et unique chose qui en toutes circonstances, quel que soit ce système, à aucun moment donné nous n'avons précisé ce qu'était le système, se conserve. Notre construction de l'opérateur évolution a fait émerger l'opérateur hamiltonien, et cet opérateur a la propriété vraiment extraordinaire, qui est que sa valeur moyenne, quel que soit l'état dont on part et le système considéré, restera constante au cours du temps. Donc c'est l'énergie, puisque l'énergie est la grandeur qui a la propriété de se conserver quoi qu'il arrive. Petit 5. Représentation matricielle de l'opérateur évolution. Nous allons voir que dans la base des vecteurs propres du hamiltonien,
ensemble des quêtes n, l'opérateur évolution peut se représenter de façon très simple. Nous avons vu que U de t appliqué à en égale e puissance moins i ent sur h bar quête en. Par conséquent, les vecteurs propres du Hamiltonien, qui ont pour valeur propre associée en, sont aussi vecteurs propres de U de t, mais avec pour valeur propre e puissance moins i ent sur h bar. Sous forme matricielle, h se représente dans la base de ces vecteurs propres par la matrice diagonale suivante, et l'on pourra donc représenter U de t dans cette même base de vecteurs par cette autre matrice diagonale. Soit, comme on l'a déjà vu, U de t égale e puissance moins iht sur h bar. Avant de clore cette partie sur l'équation de Schrödinger, il nous reste une chose à faire, qui est de regarder l'évolution d'une grandeur physique quelconque. Petit 6. Évolution d'une grandeur quelconque. Si l'on prend une grandeur g, alors les vecteurs propres de h ne seront évidemment pas nécessairement les vecteurs propres de g. Inversement, les vecteurs propres de g ne sont pas forcément les vecteurs propres de h. Ce ne sont pas forcément des états stationnaires. État propre de h ou état stationnaire, c'est la même chose. Si l'on part d'un état phi 0 à l'instant t égale 0 et qu'il s'agit d'un état propre de g, par exemple l'état 4gk, à valeur bien définie gk, alors si l'on mesure la grandeur g à t égale 0, on trouvera évidemment la valeur gk. Mais à l'instant t, le système ne sera plus forcément dans le même état. Donc g va pouvoir varier bien sûr. Mais comment varie-t-il? Pour le savoir, commençons par décomposer phi 0 sur la base des états propres de h. On a un opérateur hermitien, donc il se diagonalise en base orthonormée, et il existe une base de vecteurs propres que l'on note ensemble des quêtes n, ayant chacun la valeur propre en. Il peut y avoir plusieurs quêtes n avec la même énergie, peu importe, on décompose simplement l'état du système sur ces vecteurs propres. Soit, quête phi 0 égale somme sur n des alpha n quête n. Et à l'instant t, on aura phi de t égale somme sur n des alpha n e puissance moins i ent sur h bar quête n. Chaque état en évolue par une phase qui tourne plus ou moins rapidement en fonction de son énergie en. La somme sur n des alpha n quête n correspondait à l'état phi de 0, donc à l'état gk. Mais il n'y a aucune raison que l'état évolué phi de t corresponde toujours à cet état gk. Maintenant, chaque quête n peut être décomposée sur la base des gi. Quête n égale somme sur i des bêta i quête gi. Et donc, en remplaçant les quêtes n dans l'expression de phi de t, par leur décomposition sur les gi, on obtient phi de t égale somme sur n des alpha n e puissance moins i ent sur h bar, somme sur i des bêta j quête gi. Soit somme sur n somme sur i des alpha n e puissance moins i ent sur h bar, bêta i quête gi. Et l'on peut faire pareil pour les états phi de 0, soit phi de 0 égale somme sur n somme sur i des alpha n bêta i quête gi. Maintenant, si l'on mesure g dans l'état phi de 0, la question est, avec quelle probabilité trouvera-t-on la valeur gi? La probabilité de trouver gi sera donnée, comme toujours, par le modulo carré du coefficient du 4gi, c'est-à-dire ici le modulo carré de somme sur n des alpha n bêta i. Et quelle est la probabilité de trouver gi dans l'état phi de t? Pareil, le modulo carré du coefficient de gi, soit le modulo carré de somme sur n alpha n e puissance moins i ent sur h bar bêta i. Et donc les probabilités d'obtenir les différentes valeurs gi ont évolué au cours du temps. On a écrit de façon générale comment g évolue, pour montrer comment calculer explicitement les différentes probabilités d'obtenir n'importe quelle valeur de n'importe quelle grandeur, dès lors que l'on connaît les vecteurs propres de l'Hamiltonien. On va maintenant montrer comment calculer l'évolution de la valeur moyenne de g. Petit a, théorème de Gleason. Il s'agit de démontrer l'égalité suivante. d rond sur d rond t de la moyenne de g de t égale moins ih bar pour la moyenne du commutateur entre g et h. Donc, si l'on est dans un état normé psi, la moyenne de g de t sera égale à bras psi de t, g 4 psi de t. Et il s'agit donc de dériver cette expression par rapport au temps, soit d rond sur d rond t de la moyenne de g de t égale d rond sur d rond t de bras psi de t, opérateur g 4 psi de t. On rappelle la règle des dérivées d'un produit de fonctions. Pour deux fonctions f et g, la dérivée du produit fg égale la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Cette formule s'applique ici, puisque l'on a un produit de trois matrices, donc de trois applications linéaires, dont une g qui est constante, donc sa dérivée est nulle, et l'on peut éliminer ce terme, ce qui nous donne d rond sur d rond t du bras psi de t fois g appliqué à psi de t, plus le bras psi de t fois l'opérateur g, le tout appliqué à d rond sur d rond t de psi de t. On reconnaît dans le deuxième terme la dérivée par rapport au temps de psi de t, donc moins i sur h bar h 4 psi de t. Et pour la dérivée du bras pour le premier terme, il nous suffit de transformer les quêtes en bras, ce qui nous donne l'égalité suivante.
d rond sur d rond t du bras psi de t égale I sur h bar, bras psi de t, h croix. Or, h est auto-adjoint, donc h égale h croix, et donc d rond sur d rond t du bras psi de t égale I sur h bar, bras psi de t, h. On remplace maintenant les dérivés dans l'expression d'origine. Par linéarité, on peut regrouper les produits d'opérateurs entre les mêmes brackets. On reconnaît alors dans hg-gh le commutateur de h et de g, et l'on rappelle que le commutateur de h et de g vaut l'opposé du commutateur de g et de h, soit le bras psi de t fois moins IH fois le commutateur entre g et h appliqué au cas de psi de t. Et l'on retrouve bien l'égalité que l'on voulait démontrer. Le premier corollaire du théorème que l'on vient de démontrer est que si h et g commutent, si gh égale hg, alors la valeur moyenne de g n'évolue pas. C'est très important. Toutes les grandeurs physiques qui commutent avec le hamiltonien se conservent. Si l'on est dans une situation où l'opérateur quantité de mouvement commute avec h, alors la quantité de mouvement se conserve. Si l'on est dans une situation où l'opérateur moment cinétique commute avec h, alors le moment cinétique se conserve, etc. Alors bien sûr, si l'on fait une mesure, à moins que le système soit dans un état propre de la grandeur mesurée, le résultat donnera l'une des valeurs possibles, avec différentes probabilités. Mais pour une observable qui commute avec h, la valeur moyenne des résultats que l'on peut attendre pour une mesure restera constante au cours du temps.